Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec Nahama pour une première fois, c'est elle qui tient la caméra. Et on est dans ce qu'on appelle la Shfela, c'est-à-dire les montagnes basses de Judée. Et on est dans un lieu à résonance hautement biblique, puisque ici, derrière moi, c'est ce qu'on appelle Emek Haela, c'est-à-dire la plaine de Héla, le Térébinthe. Et évidemment, vous qui êtes des spécialistes de la Bible, ça fait référence tout de suite au combat entre les Philistins et Israël du temps du roi Shaoul, et en particulier au combat entre David et Goliath, bien sûr, qui s'est passé exactement dans cette plaine derrière moi. Alors, ces dernières années, il y a eu un certain nombre de découvertes archéologiques extrêmement intéressantes qui ont permis d'éclairer beaucoup le contexte de cette bataille. Et alors, on est dans une région extrêmement importante parce que à 17 km d'ici à peu près, commence la Philistie, avec la première ville philistine des 5 duchés philistins. Et ici, là, les pentes sur lesquelles nous nous trouvons, c'est les pentes de ce qu'on appelle Tel Soko. Soko, c'était une des villes israélites. Et donc, c'est une région comme un poste avancé, une région tampon entre les deux nations, en fait. Et automatiquement, une région sous haute tension. Alors, on va commencer déjà par gravir les pentes de cette colline, c'est un peu plus qu'une colline, vous allez voir, Soko, Tel Soko, et aller voir là-haut ce qui s'y passe. Et après, on va vraiment voir des belles choses aujourd'hui. On est parti. Alors Tel Soko aujourd'hui, ça s'appelle Givat HaTormosim, ça veut dire la colline des lupins, parce que en hiver, à la saison des pluies, c'est recouvert de lupins sauvages, c'est absolument magnifique. C'est plein de fleurs. Voilà, on a les premières, les premiers vestiges de la Soko biblique. Alors on est vraiment sur une position défensive extrêmement intéressante parce que c'est une colline qui est très haute et on domine toute la plaine et toute la région. Donc effectivement oui, c'était une bonne tour de garde, si on peut dire. Alors en fait, on a 3 villes qui sont citées dans le texte et qui vont nous permettre de faire une sorte de triangulation. La première, c'est Soko, c'est exactement ici. On est à Soko, voilà. La deuxième, c'est Azeka. Alors Azeka, c'est juste derrière moi là-bas. Il y a une espèce de mamelon derrière cette colline ici et c'est là-bas. Et la troisième, c'est juste aussi un petit peu à droite. C'est Shaharaim et c'est juste en face là-bas aussi. Donc on a la position ici et la position en face, et on a la vallée de Héla qui sépare les deux positions. Or, la position ici, c'est la position des Philistins. Donc il nous est dit qu'ils campèrent entre Soko et Azeka, donc on peut très bien imaginer que par exemple, ils étaient sur la montagne qui est juste ici, j'espère qu'on la voit bien, ou un petit peu derrière. En tout cas, leur camp était ici. Les Israélites, en revanche, étaient de l'autre côté là-bas. Dans les environs de Shaharaim, qu'on va aller voir d'ailleurs tout à l'heure. Et donc, le combat s'est situé dans la vallée entre les deux camps, en fait. Donc, vraiment ici.
Alors ce qui est vraiment étonnant, c'est la proximité des positions. On a moins de 1,5 km entre le camp philistin ici et le camp israélite de l'autre côté. Et on a en plus la Gath biblique, la ville de Goliath, qui est à 17 km et qu'on va aussi aller voir tout à l'heure. Allez, on y va, on redescend et on va sur les positions israélites en face. Ah voilà, on est exactement dans la plaine de Éla, dans la vallée de Éla. Donc de ce côté-ci, juste à gauche, on a les positions philistines, alors là, qui sont à 500 mètres, un peu plus, 700 mètres. Et là-haut, on a les positions israélites qui sont là-haut exactement. Vous voyez, c'est quoi? C'est pareil, c'est 500-600 mètres. Shaharaim, la ville, est juste derrière. Bon, donc voilà, on est ici exactement dans la plaine de Éla. Alors c'est probablement dans ce carré ici que s'est passé le combat entre David et Goliath. On ne peut pas dire exactement, ça peut être à 100 mètres, ça peut être à 100 mètres là-bas. Mais si on estime que les positions, et ce qui est probable, les Philistines étaient là, et Israélites là, la descente s'est faite au milieu, donc c'était ici. Maintenant, on va aller à Nahal Éla, qui se trouve un petit peu en contrebas, à l'endroit où David a choisi justement ses cailloux pour le combat contre Goliath. On est parti vers là-bas. Et ben, c'est un peu la jungle ici. Oui, ça sent un peu l'odeur d'anis. Alors, nous voilà dans Nahal Éla, la rivière de Éla, où David a pris ses 5 cailloux. Ouais, oui, il n'y a pas d'eau. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rivières en Israël où il y a de l'eau qui coule en permanence, et c'est le cas évidemment pour Nahal Éla. Et David a pris ses 5 cailloux dans un ruisseau qui était vraisemblablement à sec. Évidemment, ça dépend de la période à laquelle ça s'est passé, mais on peut décemment imaginer que c'était pas en hiver, à la saison des pluies. Alors, David, il a pris 1, 2, 3, 4 et 5 cailloux. Pourtant, il en a utilisé un seul contre Goliath. Et pourquoi il en a pris 4 autres alors? Parce que il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur et qu'il avait vraisemblablement qu'une chance de tirer. Les autres cailloux, nous dit la tradition juive, c'était parce que Goliath avait 4 frères et que David pensait qu'éventuellement il aurait à combattre les frères de Goliath après avoir tué le géant. Voilà pourquoi la tradition nous dit que David a pris 4 cailloux supplémentaires. Alors on est arrivé à ce fameux tel qu'on appelle aujourd'hui Khirbet El Khaïfé et qui a été assimilé à la Shaharaim biblique. Alors les découvertes qui ont été faites ici ont provoqué un coup énorme dans le monde de l'archéologie, parce que vous savez qu'il y a une controverse entre les archéologues minimalistes qui pensent que le roi David, s'il a existé, était un roitelet sans importance, et que l'existence d'un royaume unifié n'a eu lieu qu'à partir du 9e siècle. Et donc de l'autre côté, les archéologues classiques qui pensent grosso modo ce que dit la Bible, c'est-à-dire que David a régné sur un royaume unifié dès le 10e siècle. Or ici, on a les preuves de l'existence d'un royaume unifié et d'une civilisation, d'un passage d'une civilisation rurale, disons à l'époque de Shaoul, à une civilisation urbaine complexe déjà et qui est datée du Xe siècle. Alors il y a un certain nombre de preuves qu'on va voir au fur et à mesure, mais déjà une première chose, c'est cette porte ici. Vous voyez qu'on a une porte ici qu'on appelle une porte à triple tenon, et c'est intéressant parce que Shaharaim en hébreu ça veut dire les deux portes. Or
dans cette enceinte ici, eh bien on a deux portes justement. On a, et ce qui n'est pas fréquent du tout pour l'époque. On a celle-ci et puis on en a une autre qui est plus loin. Alors cette ville qui fait à peu près 2,5 hectares aujourd'hui. Là on est sur la ville haute, mais il y avait également des éléments de plus bas, donc la ville basse, comptait à peu près 5 à 600 âmes à l'époque du Xe siècle. Alors on n'a rien dans cette ville qui puisse nous permettre de manière absolue de certifier que c'était la Shaharaim biblique. Seulement on a un faisceau de faits qui convergent vers, pas une preuve formelle, mais en tout cas quelque chose qui est quand même très attesté aujourd'hui. Alors la première chose, c'est la présence de ce mur d'enceinte. Un mur qu'on appelle mur casematé, qui mesurait entre 2 mètres et 5 à 6 mètres de haut, je crois, pour 2 mètres à 2 mètres 50 de largeur. Mais avec des pierres énormes pour l'époque. On a des pierres qui pèsent jusqu'à 8 tonnes d'un seul tenant. Alors ça c'est quelque chose d'assez incroyable parce que ça montre une puissance déjà dans la capacité de construction qui était celle d'un État qui était déjà très centralisé et très puissant. Alors là on a une superbe vue sur la vallée de Ela. Alors là-bas on a Azekah, on voit bien hein, là où c'est dénudé, c'est les ruines de Azekah. Donc une première ville ici, la deuxième ici, et la troisième on était tout à l'heure. Et là, c'est là où on était tout à l'heure, dans la vallée. Et donc Nahal Ela qui est juste en contrebas ici. Donc en fait, si on imagine que Goliath s'est avancé d'exactement en face, et que les Israélites, alors les Israélites étaient, ils n'étaient pas forcément dans la ville, j'imagine, parce qu'une armée ça campe pas dans une ville. Ils étaient ou de ce côté-ci ou de ce côté-là de la ville. Bon, c'est pas précisé. En tout cas, ça laisse quoi? Ça laisse 800 mètres, 900 mètres de, comment dire, de scènes possibles pour l'épisode de David, enfin, du combat de David et Goliath. Mais on peut bien imaginer hein, les armées qui sont là. Alors ça doit être terriblement angoissant le matin quand on se lève de voir en face l'ennemi qui va qu'à ses occupations quotidiennes et nous on est là et on peut pas faire grand chose, et tous les matins notamment le géant qui descend et qui arrive peut-être au pied de l'escarpement parce que l'escarpement est en bas et qui se met à crier. Et je pense que ça doit être audible. En criant fort, je pense qu'on peut y arriver. On peut être entendu depuis le bas. Donc ici on a la deuxième porte de la ville, toujours le même type de porte à triple tenon. Et là-bas, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, eh bien le cours des Philistins qui était là, qui était sur la colline ici en tout cas. Ça c'est sûr et certain, c'était quelque part ici. Ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Alors, c'est pas possible que le camp israélite se soit établi sur ces crêtes là ici. L'autre côté, ça éloignerait un petit peu. Bon, ça c'est un avis personnel. Hein. Alors voilà pour cette ville de Shaharaim. On aura compris que c'était, comment dire, un ensemble extrêmement puissant qui était comme un avant-poste dans ce dispositif israélite qui visait à résister aux Philistins. Or, encore une fois, là-bas, au-delà des crêtes, c'est la Philistie qui commence avec les 5 duchés philistins, les 5 grandes villes, donc Ekron, Ashkelon, Ashdod, Gath et Gaza. Et donc à moins de 18 km se trouve la première de ces grandes villes, celle de Gath. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement impressionnant. C'était la plus grande de toutes ces villes philistines. Et maintenant, on va aller là-bas. On va aller voir du côté philistin comment on voyait les choses en quelque sorte. Voilà, on est arrivé maintenant à Tel El Tsafi, c'est-à-dire ce qu'on estime être l'ancienne ville philistine de Gath. Alors là,
on est devant les restes bâchés de la porte de la ville. Est-ce qu'il y avait une ville haute et une ville basse? Donc ça c'était la porte, il y avait certainement une muraille qui passait bien sûr. On a parlé tout à l'heure de David et Goliath. Justement ici, on est dans la ville de Goliath. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, David va trouver refuge ici à Gath. Vous savez, quand il est poursuivi par Saül. Gan Leomé Tel Tsafit. On continue. Alors c'est impressionnant parce que la falaise est haute et le site est très grand, très très grand. Alors on comprend que ils n'aient pas été souvent dérangés ces gens-là. Parce que faire ça sous les flèches de l'ennemi, je pense qu'il y avait un petit risque quand même. Alors là-bas derrière, on voit la côte déjà, enfin on voit les villes de la côte, et notamment Ashdod qui est là-bas, Ashkelon qui est un peu plus vers ici. Mais vous voyez, on n'est pas loin de la côte. Donc là, on est en plein territoire philistin maintenant. De ce côté-ci, c'est la Philistie. De l'autre côté, c'est le royaume d'Israël avec le territoire de Judée. Et la vallée de Héla, qui est derrière les crêtes là-bas. Donc pas très loin, hein. Alors le site a été occupé depuis le Chalcolithique, c'est-à-dire la fin de la préhistoire, puis par les Cananéens ensuite, et par les Philistins, qui a été la période la plus importante de cette ville-là. Le site a été détruit en 830 avant notre ère par Hazaël, le roi de Syrie, dont il est fait mention dans la Bible. Et ensuite, il a été abandonné complètement, jusqu'aux croisés. Et les croisés sont venus là et ont fait une petite forteresse qui est, on voit les restes, hein, tout ça c'est les restes de la forteresse. Une forteresse qui s'appelle la Blanche-Garde. Le nom provient des falaises de craie qui bordent le Tel. C'était un site extrêmement important, environ 5 hectares. Tout à l'heure on parlait de la ville de Sharaim qui faisait 2,5 hectares à peu près. Pour la ville haute en tout cas. Hein. Et ici, le site de la ville haute, 5 hectares à peu près, un peu plus de 5 hectares même. Et donc voilà, ça faisait quand même une ville extrêmement importante. Alors là, on a des figues de Barbarie. Mais alors là, c'est en prendre une, c'est même pas la peine. C'est se mettre dans les doigts des toutes petites aiguilles qui vont rentrer dans la peau et qui sont... C'est une horreur. Par contre, c'est très bon. Alors là, on est, comme je disais tout à l'heure, maintenant du côté philistin. Derrière nous, donc la Philistie. Et là-bas, au-delà des crêtes, c'est là-bas où on était tout à l'heure. C'est la Shphéla et puis la vallée de Héla. C'est peut-être même avant les montagnes là-bas. Hein. Les montagnes, je pense que c'est déjà les montagnes de Juda qui commencent. Et c'est juste avant, je pense que la vallée est juste un peu plus bas là-bas.
Alors il y a une autre découverte qui est extrêmement importante en 2005. Les archéologues ont découvert un ostraka et sur cet ostraka, il y avait 2 noms écrits. Et quand on a déchiffré les noms, on a eu l'immense surprise de voir qu'un de ces hommes s'appelait Goliath. Or c'est intéressant parce que la Bible nous dit que Gath était la ville de Goliath. Et cet ostraka, alors ne prouve pas du tout que c'était ce nom désignait forcément ce Goliath-là, mais nous donne cette information qu'à l'époque où il y a eu cet épisode entre David et Goliath, eh bien il y avait des gens qui portaient le nom de Goliath dans la ville natale du géant même. Donc c'est intéressant, ça corrobore absolument le texte, ça montre que l'histoire est parfaitement possible. Voilà, sur ce, on va terminer la visite de Tel Gath et puis en même temps de toute cette région de l'Ashfela. Alors c'est vraiment intéressant parce que toutes ces découvertes ne prouvent pas formellement le récit biblique, mais en tout cas authentifient l'atmosphère, le contexte historique. Donc c'est vraiment extrêmement important parce que tout cela nous prouve que eh bien, le Xe siècle a été le siècle d'un royaume unifié suffisamment puissant pour bâtir toutes ces villes-là et que ce que prétend la Bible est bien la réalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris un certain nombre de choses. Sur ce, je vous dis à bientôt, d'abord pour les actualités d'Instana et ensuite pour le prochain reportage.